Bonsoir, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur nos émotions et nous. Bonsoir. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Vivi. J'arrive jamais à lire les noms entiers, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je dois rejoindre, enfin c'est surtout Elisa Boileau qui doit me rejoindre. Bonsoir. Bonsoir Véro. Et voilà, j'ai pas de nouvelles d'Elisa, j'espère que tout va bien et qu'elle va me rejoindre. Normalement oui, il n'y a pas de raison, mais je sais qu'elle travaille beaucoup, donc on verra, ce sera la surprise. Normalement, on se retrouve pour la PMA ce soir. Je sais pas, il y en a qui ont activé la petite... Bonsoir Lily. Oui, vous avez activé le petit truc là pour me rejoindre. Donc voilà, j'espère que ce sera OK pour ce soir. J'ai pris un peu de rescue. Je vais aller voir si Elisa est là. Je vais la chercher. J'ai froid. J'ai mis mon écharpe ce soir. Je sais pas vous, mais je trouve que les températures sont assez glaciales. Alors, apparemment, ça ne fonctionne pas. Bonsoir Chris. Est-ce que vous savez, oui, parce que j'ai pas marqué le thème, donc je sais pas si vous êtes au courant, mais ce soir normalement c'est la PMA. Je dis normalement parce que si Elisa vient pas, peut-être que je vais changer de crèmerie, mais bon, après on peut parler de la PMA, moi j'ai aucun souci, je peux en parler toute seule aussi. J'ai déjà fait plusieurs thèmes, hein. On a fait un thème avec la fertilité avec Elisa. Non, elle peut pas participer, donc à mon avis, soit elle est en chemin, soit elle a eu un souci, soit on verra. Ce sera la surprise. Oui, on a fait un live avec Elisa sur la fertilité et j'ai déjà fait plusieurs lives sur la PMA avec différentes personnes. Est-ce que... bon, il y en a, je vois qu'il y en a qui repartent, donc ils se disent, bon, ok, ça m'intéresse pas, il n'y a pas de problème. Je sais que souvent les gens sont surpris parce que je m'intéresse à la périnatalité et ça peut surprendre certaines personnes, mais ça fait partie de mon chemin et ça fait partie de ma passion, ça fait partie de ma mission, ça fait partie de mon chemin de vie. Ça fait partie de ce qui, à mon sens, est plus important sur Terre. Ce sont les enfants qui viennent au monde et les adultes qui vont devenir. Voilà. Donc, à mon sens, ça devrait concerner tout le monde. Et pour moi, la périnatalité, la maternité, la parentalité, c'est un sujet de société. Et c'est pas que quand je vais tomber enceinte, donc je vais me dire, tiens, je vais m'intéresser à la grossesse, à la maternité, à comment je suis conçue et ce qui se passe. En fait, à mon sens, tout ça prend du sens sur tout le long du parcours, évidemment. Je vais réessayer, mais je pense que si ça ne fonctionne pas, c'est elle est peut-être pas disponible. Je réessaye, je persévère, n'est-ce pas? Donc voilà, est-ce que vous êtes en parcours PMA? Pas du tout. Dites-moi vous, ce qui vous motive aussi à être là ce soir. Alors, je vais parler de fleurs de bac forcément, mais on peut parler aussi un petit peu de croyances, évidemment, parce que tout ce qui va concerner la PMA, encore une fois, j'ai déjà fait des lives dessus, c'est bien d'apporter de la technique et puis et du soutien. Mais moi, ce qui me paraît important et capital, c'est vraiment sur l'aspect émotionnel. Donc, c'est surtout sur cette notion-là qui est le plus... enfin, je dis le plus, en tout cas, c'est mon secteur d'activité, hein, c'est de prendre vraiment en considération l'écoute de l'histoire des parents, en fait. Et à partir du moment où on écoute cette histoire-là, souvent on a des informations aussi sur ce qui pourrait convenir aussi à... Non, Elisabeth, décidément, ne peut pas. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. C'est une... Alors,
Oui, un parcours PMA, résultat de la commission de l'hôpital semaine prochaine. Ok. Et comment ça va émotionnellement, du coup, Lily? Parce que c'est ça qui m'intéresse aussi. Du coup, c'est comme ça aussi que je vais pouvoir soutenir et accompagner. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Si vous voulez partager. Alors évidemment, j'ai déjà proposé pas mal de fleurs au niveau de la sphère émotionnelle, mais comme chacun est unique et chacun va traverser son histoire aussi à travers son ressenti, ses perceptions, ses croyances, euh, forcément il y aura... bonsoir Maude. Il y aura, voilà, il y aura autant d'émotionnels qu'il y aura de personnes sur Terre. Bonsoir Marianne. Et donc voilà, il y a 38 fleurs en fait hein, pour la PMA. On sait bien que, encore une fois, c'est jamais la thématique qui est à prendre en considération. Alors là, évidemment, il y en a une thématique, donc forcément, on est tous concernés par ce thème-là. Mais ce qui est intéressant, c'est en individuel, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à la PMA. Parce que sinon, c'est comme si je proposais un complexe particulier fleur de bac sur la PMA et ça n'a aucun sens. Hein, parce que chaque parent sera différent par rapport à ça. Je vais réitérer, mais je crois que Elisa soit une, euh, je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, je sens qu'elle ne sera pas là. Donc, je pense que je vais faire le live toute seule. Euh, oui, encore une fois, ça va être, c'est pas la thématique, ça va être vraiment de prendre en compte le parcours émotionnel de chacun. Et du coup, Lily, tout se passe bien sur le plan émotionnel? Ou alors c'est Lily, mais c'est peut-être Margot, je ne sais pas, puisqu'il y a plusieurs noms. Euh, Lily Jeanne, si j'arrive à bien lire, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez l'occasion. Confiante, ok. Je suis désolée, j'avais pas vu. Du coup, j'étais en train de me demander s'il y avait une réponse. Oui, confiante. Ben oui, confiante. Confiante, sereine, tranquille, en paix. Et dans ce moment-là, on n'a pas besoin de fleurs de bac, évidemment. C'est surtout sur le chemin en amont. Mais après, attendre des résultats, des fois, il peut y avoir une forme aussi, pourquoi pas d'impatience aussi. Et puis on a son ressenti, évidemment, dans la réponse, c'est définitivement non avec Elisa. Ouais, il peut y avoir une forme d'impatience et puis des fois on a du ressenti très chevillé au corps comme étant bonsoir Marie, comme étant voilà une affirmation absolument sans faille. Après une foi aussi, hein, une foi quoi que la réponse advienne aussi. Il y a cette forme aussi des fois de c'est difficile d'apprendre de lâcher prise hein, dans ces moments-là parce que vous savez bien on fonctionne vraiment comme ça, c'est-à-dire que quand on a des attentes, des idées, des envies, euh, bonsoir Marie, euh, alors c'est ma femme qui va porter, mais je suis en ostéo, je suis ostéo, ok, ok, très bien, bah du coup c'est parfait, parce que c'est bien de s'accompagner forcément sur le corps, c'est pour ça que normalement on travaille avec Elisa pour ça aussi, c'est indissociable le corps des émotions. Alors évidemment, quand je vais dire de l'esprit émotionnel. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Ben, forcément, ça a des incidences sur le corps et le corps agit aussi sur l'esprit. Donc, comme c'est une espèce de mouvement permanent et perpétuel entre la communication voilà, sur cette interaction corporelle qui donne des informations sur les émotions et les émotions qui donnent des impulses et des informations au corps, bah, c'est vraiment important aussi d'être vraiment à l'écoute aussi de ce qui se passe dans le corps dans ces moments-là. Et donc de suivre son ostéopathe, c'est fondamental. Alors avant, pendant, après, voilà, avant la grossesse, pendant la grossesse, après la grossesse. Et, euh, et donc parcours PMA aussi. Et quand je dis avant la grossesse, toutes les personnes qui font des PMA n'ont pas forcément jamais eu d'enfant avant. Hein. Il n'y a pas de règle. Hein. Donc voilà, on en avait déjà évoqué le sujet. Ouais, j'étais en train de dire, hein, avant de regarder la réponse, oui, quand on a des attentes, il y a des enjeux et c'est pour ça que c'est difficile de dire de lâcher prise parce qu'il y a, encore une fois, l'histoire de chacun est différente par rapport à ça. Mais il y a des attentes qui font qu'il y a des enjeux tellement importants
de souhait, de désir, et puis c'est souvent sur la durée hein, il y a une forme aussi de fatigue émotionnelle, euh, avec des fois, encore une fois, pas de généralité, mais des successions aussi d'échecs, d'épreuves qui font que ça embraye aussi sur différents types d'émotions. Euh, Ça peut engendrer une forme de culpabilité. Alors je pensais, bon, il n'y a pas hein, la culpabilité, bien sûr, de se dire, même culpabilité, c'est aussi de se sentir pas forcément, entre guillemets, légitime aussi à la capacité d'être dans la possibilité de, justement, de faire venir cette petite âme auquel on aspire tant, de pouvoir l'accueillir. Mais ce qu'il faut se dire aussi par moments, c'est ce qui est le plus complexe, il y a des enfants qui arrivent sur Terre sans désir apparent du contrôle, en tout cas du mental des parents. Et puis, il y a le contrôle des parents dans ce souhait, ce désir d'attirer à eux cette petite âme qui doit venir. Et c'est elle qui décide in fine. Vous voyez que c'est pas nous qui agissons sur l'attraction de l'âme qui doit arriver. Il y a une espèce d'interaction qui se fait au-delà du désir, de la volonté, ou même du désir du corps, en fait. Hein. Ça se passe vraiment à un niveau qui est d'une subtilité. Alors, encore une fois, moi, j'ai aucune réponse. Hein. Parce que c'est une histoire unique à chaque fois. Et ceux qui ont eu la possibilité d'avoir plusieurs enfants savent bien aussi que chacune des grossesses, chacun des accueils de chacun des enfants, des âmes à venir, sont toujours dans la notion de cette forme indicible de la magie, même s'il y a désir ou non désir, il y a quelque chose de cet ordre-là, de cette alchimie qui fait que même si mécaniquement on va faire tout le nécessaire, la finalité n'appartient à personne finalement, ça n'appartient qu'à l'âme qui s'incarne. Et être dans cette perception des choses, des fois c'est pas toujours simple. Alors ça reste toujours du verbiage hein, quand on le vit de l'extérieur, évidemment, quand on est dans l'intérieur dans cette attente-là, dans ces enjeux, dans ces désirs, c'est bien plus complexe que ça, évidemment. Ça ne se résume pas à quelques petites phrases bateau que je viens de faire. Et en même temps, c'est aussi une des parts indicibles de la réalité aussi, de ce qui se passe finalement. Puisque mécaniquement, ça devrait se passer comme ça, mais il n'y a pas d'injonction et il n'y a pas de normalité. Donc, il y a des moments, les enfants arrivent quand ils doivent arriver. La preuve en est, c'est que quand il y a des fois des agressions sexuelles, les enfants arrivent, on dit bah, ça ne devrait pas arriver puisque c'est une agression. Alors, on va expliquer que pour la pérennité de l'espèce, quand il y a un danger, justement, il peut y avoir justement fécondation et, euh, et donc nidation et que voilà, l'enfant est là, alors que normalement, il n'y a pas de désir apparemment, et on dit, bah, c'est pas juste parce que moi qui désire ardemment, ce bébé ne vient pas. Et en même temps, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui nous échappe complètement de cet ordre-là, quoi. Euh, je vais réessayer, mais je pense qu'Elisa n'est vraiment pas disponible. Je réessaye tout de même, mais... Et donc, je cherchais la fleur ocre, c'est ça que j'étais en train de chercher. C'est la fleur du chêne qui nous parle de cet épuisement, de cet acharnement, de cette lutte qui fait que bah, il y a des moments aussi le corps il est épuisé aussi et il va puiser aussi dans les recoins les plus comment dire, j'allais dire les plus impensables de ces ressources dont il faut faire preuve pour aller dans ce chemin de PMA, parce que c'est vraiment un parcours du combattant. Donc, est-ce qu'il y a d'autres partages? Alors, pour l'instant, je ne sais pas s'il n'y a que vous qui êtes là. Et puis, ce sont des fleurs aussi que j'ai aussi déjà évoquées avec Elisa, mais ça peut basculer bien sûr sur la rumination mentale, parce que rumination mentale, obsession mentale, parce qu'effectivement, la place n'est
n'est occupé que par ce désir aussi de maternité ou de paternité. Et on ne peut pas être présent à autre chose finalement. On va monopoliser toute notre énergie. Toutes nos pensées vont être aussi dirigées et focalisées sur ce, sur ce souhait aussi de réussite. Alors de réussite, évidemment, quand j'ai réussite, on peut penser en termes d'échec pour le coup, parce que réussite implique des fois de l'échec. Et est-ce qu'il y a cette notion d'échec et de réussite? C'est aussi à revoir, à écouter avec cette perception que la personne a elle-même ou que le couple a lui-même de ses croyances par rapport à ça. Est-ce qu'on peut regarder la vie en termes d'échec ou de réussite, quel est le filtre aussi que nous mettons nous-mêmes par rapport à ça? C'est évidemment toujours a posteriori quand on vit les épreuves. Alors, est-ce qu'on a du recul? J'en sais rien. Toujours est-il, c'est quand on a le sentiment de pouvoir s'extraire de cette douleur-là, que l'on peut tirer, entre guillemets, profit de la conclusion un petit peu de ce que l'on a vécu. Mais quand on est dedans, on est trop dans l'émotionnel, on est trop dans la douleur, on est trop dans la souffrance pour pouvoir s'extraire et pour pouvoir, on peut pas s'extraire en fait dans l'émotionnel parce qu'il y a encore une fois il y a tellement d'enjeux qu'on est tellement dedans, on est partie prenante, on est sur tous les fronts et c'est extrêmement difficile d'avoir une forme de clarté et de distanciation par rapport à ce que l'on vit. Mais ça c'est valable pour tout finalement et on est tellement impliqué, tellement alors White Chestnut avec la focalisation de la pensée, mais c'est comme si tout aspirait aussi à ce que ce résultat soit obtenu et de ce fait, il n'y a plus du tout de discernement possible finalement. Et comment avoir du discernement et s'extraire de la situation, prendre ce qu'on pourrait dire de la hauteur pour voir aussi sur tous les aspects de notre vie. Alors, voilà, on parle de sophrologie, on peut parler aussi bien sûr d'hypnose, pour prendre ce temps nécessaire aussi pour avoir ce temps requis aussi pour cet espace qui est hors du temps, quelquefois justement pour reprendre ce souffle nécessaire pour ne plus être confronté de façon complètement totale et entière à cette situation qui n'est vécue que comme une douleur finalement et que comme un problème à résoudre. C'est pour ça que je parle d'échec et de réussite. Et des fois, dans la vie, quand il n'y a rien à résoudre et qu'il n'y a pas de réussite et qu'il n'y a pas d'échec, c'est là où on pourrait, entre guillemets, considérer qu'on est un petit peu plus dans le flow et dans le mouvement de la vie, quelle qu'elle soit, sous toutes ses formes, en fait, hein, de ce qui nous est proposé, de ce que nous proposons aussi de vivre. Alors, ça peut paraître absolument affreux, puisque, évidemment, quand on est dans le désir de maternité ou de paternité, on est dans cette croyance qu'il n'y a que ce désir-là qui peut combler notre attente et donc la légitimité aussi de vivre ces instants-là et d'être, comment dire, pleinement heureux que si tout se réalise selon nos propres souhaits. Et encore une fois, rien n'est acquis et rien n'est valable en fait par rapport à ça, puisqu'encore une fois, on n'a pas la réponse. C'est évidemment une fois que la possibilité d'apercevoir et d'entreapercevoir une forme de résultat, mais encore une fois, quel qu'il soit, que là, on peut prendre la mesure de ce qui s'est passé avec une forme de recul ou d'appréciation qui est distanciée de cette forme de douleur finalement, parce qu'on en est sorti. Et il n'y a pas de timing pour ça. Alors voilà, on parle d'impatience. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, la patience, ça peut faire partie du jeu. Hein. Mais l'impatience, alors c'est pas une condamnation, c'est pas un jugement. Hein. Voilà la forme de la fleur de l'impatience qui voudrait que cela soit tout de suite. Et dans le tout de suite, j'y mets un bémol, bien sûr, parce que dans le parcours de PMA, le tout de suite est renouvelé et reconditionné à chaque fois. C'est pas un tout de suite maintenant
presque infantile à demander quelque chose dans l'instant, c'est qu'à un moment donné, il y a une forme d'empressement et qui va évidemment être induite avec cette fatigue. Ce côté chaîne aussi, de lutter, de s'acharner, parce qu'à un moment donné, on n'en peut plus, il faut que ça s'arrête. Et donc le tout de suite est presque imploré pour que ça cesse finalement. Je ne sais pas si vous êtes en phase avec ce que je dis ou pas. Sur les vocalises de ma chatte Maya, je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends très bien. Et donc là, je voulais proposer la fleur Sweet Chestnut, qui est justement, je la trouve plus là, qui est cette forme justement de voilà, d'implorer cet achèvement en fait, hein, que ça s'arrête finalement, que cette souffrance s'arrête, que cette solution naisse, que tout stoppe en fait, pour pouvoir aussi se libérer et être dans une forme d'apaisement aussi, parce que la douleur est trop forte, parce que les instants sont trop intenses dans cette douleur. Sweet Chestnut, c'est la fleur du châtaignier. Bach nous parle de cette nuit noire de l'âme, quand on est vraiment sous cette forme de, j'allais dire sous le joug, mais je ne sais même pas si je peux le parler comme ça, c'est quand on a l'impression d'être vraiment désespéré, qu'il n'y a vraiment pas d'issue à notre douleur, à notre souffrance, à nos attentes, à ce que nous vivons, la souffrance et la douleur prennent tellement de place qu'on a vraiment aussi l'impression que c'est la fin finalement. Alors c'est la fin, voilà, c'est cette forme d'endurance aussi dans la souffrance qui est quand même très significative et qui nous empêche d'être oui, complètement, ben oui, ça peut complètement, suite à une fausse couche, ça peut être aussi un postpartum, hein. Il y a des moments où on est dans cet état de sweet chestnut où on a l'impression qu'il n'y a rien qui va pouvoir soulager notre détresse finalement. Donc c'est toutes ces périodes-là, tous ces moments-là où alors j'ai dit on broie du noir, mais c'est pas du noir pour broyer du noir, c'est parce qu'on n'est pas forcément dans un état de négativité, c'est un état de... Quand on parle de nuit noire de l'âme, on a vraiment l'impression que la douleur a atteint les limites de ce que l'on pouvait supporter finalement, hein. Et pourtant, on est allé souvent très très loin dans cette... C'est là où, quand on apprend l'expérience de la vie, on voit bien qu'on a des fois l'impression d'avoir atteint les limites, et puis on voit bien que les limites, elles sont extrêmement flexibles, et qu'on peut des fois repousser encore une fois encore plus les limites, et être de plus en plus en mesure et en capacité de nous surpasser, même dans la douleur, en pensant qu'on avait franchi le seuil de ce qui était tolérable. Et ben on peut s'apercevoir aussi qu'on peut des fois expérimenter des degrés de nos capacités à vivre. Je ne sais pas si on peut appeler ça un enfer, mais quand on va vraiment mal et qu'on est vraiment au fond du trou, ça peut s'apparaître. Alors l'enfer, c'est pas quelque chose de religieux, hein, mais en même temps, voilà, c'est une expression. Mais ouais, de sortir de cet enfer aussi, de cette souffrance, parce qu'on a vraiment besoin que ça s'arrête, quoi. Oui, tout à fait. Donc ça peut être sur les fausses couches. Après, souvent on peut la confondre aussi avec Star of Bethlehem. Et Star of Bethlehem, on parle de deuil, de choc, de tristesse, de chagrin. Et alors qu'avec Sweet Chestnut, on n'est pas sur cette note-là émotionnelle. On est vraiment que dans cette impossibilité à trouver une issue à notre douleur, en fait, hein. Là, on est vraiment sous l'effet du choc, en fait, et on va parler aussi de stress post-traumatique. Donc, évidemment, suite à une fausse couche, ça peut évidemment faire aussi l'objet aussi bon, pourquoi pas, on peut aussi prendre plusieurs fleurs en même temps, hein. On peut être très bien vivre Sweet Chestnut tout autant qu'on peut l'associer à la fleur Star of Bethlehem, hein. Voilà. Est-ce que
est-ce qu'il y a d'autres émotions que je pourrais éventuellement accompagner avec les fleurs? Je vais essayer de nouveau, mais je pense que c'est pas la peine que je persévère. Mais ça y est, redemande. Euh, alors pour ceux qui viennent, c'était donc ce soir, c'était avec Elisa, mais qui n'est pas là, sur le parcours PMA. On avait fait donc un live ensemble sur la fertilité et j'avais déjà fait voilà, des, comment dire, des co-live avec des personnes dont c'est la spécialité, le PMA, la PMA. Moi, c'est pas ma spécialité. Ma spécialité, ça va être les émotions et ça va être aussi de prendre du temps pour écouter ces émotions dans ces moments-là, pour revoir aussi des fois son histoire, pour comprendre d'où l'on vient. Et puis quelquefois, évidemment, comprendre aussi la généalogie, alors des deux côtés, hein, des deux branches du partenaire et de soi-même aussi, pour comprendre aussi des fois d'où peuvent donner des informations sur les injonctions qui sont évidemment pas perceptibles parce que sinon ce serait trop simple. On sait bien que l'inconscient a une part prépondérante dans tout ce qui est acté et tout ce qui n'est pas visible non plus dans nos vies. Et c'est souvent dans l'épreuve et la douleur qu'on s'aperçoit qu'il y a du sens dans notre histoire et quand on va tirer un peu le fil de nos perceptions, de ce qui a été vécu en amont, s'il y a eu des fausses couches, s'il y a eu des formes aussi de parentalité qui étaient douloureuses, des enfants décédés aussi. C'est là où on peut aussi des fois comprendre le sens aussi de certaines, quelquefois. Ah, coucou Elisa, te voilà. Qu'on peut aussi comprendre le sens et tirer les fils et les liens de la généalogie de notre histoire, de ces mots MAUX hein, que l'on peut poser avec des mots MOTS pour comprendre le sens de notre histoire. Pardon? Oh, mais je t'en prie, il n'y a pas de problème, ça arrive, la preuve, tu vois. Désolée, désolée à tout le monde. Tu es arrivé chez toi ou tu es au cabinet? Bon, non, non, je suis pas chez moi justement. Et en fait, j'ai eu un petit décalage et en fait, normalement, je devais être C'est bien ok, et en fait, tout va finalement, bien, tout va bien. ça n'a pas J'ai fonctionné. papoté comme j'ai pu avec ce que je connais déjà et voilà, j'étais en train de parler d'émotionnel et de notre perception aussi à écouter nos émotions et de connaître notre histoire personnelle aussi parce que Est-ce qu'il y a eu des pas du tout, du sur tout. le parcours Non, non, de il n'y a pas du PMA tout eu. que je Il pourrais. y a eu juste peut-être une consoeur à toi qui est ostéopathe qui nous. Donc c'est Liliane Ergot. Ça te dit quelque chose? Euh, Ouais. Liliane Argot, euh, qui dit que c'est sa femme qui attend aussi une réponse la semaine prochaine et qui est ostéo. Voilà. Donc c'est la seule personne qui nous suit en direct live. En tout cas, voilà, moi, ce que j'avais envie de dire sur le suivi de la PMA, c'est que vraiment, il faut pas hésiter à se. Stéphanie, en Salut vrai, ouais, Stéphanie. c'est plus clair pour moi comme Euh, prénom. Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, bah ouais. Ce qu'il faut dire, c'est vraiment de ne pas hésiter à se faire accompagner. Parce que souvent, euh, le suivi au classico-classique à la, à la, à l'hôpital, il est très très succinct en fait. Il n'est pas du tout complet. Et c'est vrai que plus il y a d'entourage et plus on est nombreux à accompagner ce qui se passe au niveau de la PMA, plus il y a des chances de fonctionner, puisqu'on sait que, en fait, par rapport à, aux chances de nidation,
il va falloir vraiment obtenir quelque chose qui va mettre le couple en sécurité. Plus le couple est en sécurité, c'est pour ça que toi, avec tes fleurs, tu vas avoir vraiment un gros impact sur l'approche PMA, parce que on sait que plus il y a d'ocytocine circulant dans l'endomètre, donc l'endroit où le fécondé va s'installer, plus ça va faire comme un aimant qui aspire le fécondé et qui va permettre le démarrage de la grossesse. Donc, alors, les problèmes de fertilité, c'est pas toujours l'anidation, mais en tout cas, ça peut être déjà une bonne chose, parce que quand il y a une fécondation in vitro, il va y avoir quand même réimplantation de l'œuf, et il y a une partie quand même qui va se faire naturellement. C'est ça qui est chouette aussi, et qu'il faut rappeler aux parents, c'est que il y a quand même pas mal de choses qui peuvent se faire de cet ordre-là, dans le sens où il y a toute une partie qui va être artificielle, mais aussi toute une partie qui va quand même être naturelle. Ouais, je t'entends. Ouais, je Tu t'entends. m'entends? Tu m'entends bien? Ouais. Oui, alors du coup, moi j'avais évoqué aussi cette partie indicible qui fait qu'il y a des moments où on a peut appeler l'âme du bébé, c'est pas nous qui avons le résultat finalement. Hein. Et dans cette partie-là, lâcher entre guillemets sur nos attentes, et c'est là où on est confronté à nos limites, et en même temps, c'est aussi comme ça qu'on se transgresse aussi notre douleur et de la repousser au maximum. Et en même temps, voilà, d'aller voir aussi tout ce qui peut se passer sur nos croyances, sur nos perceptions, sur les deux, sur le partenaire et soi-même aussi. Alors, il y a des psychologues, effectivement, il y a toutes ces, il y a de l'énergétique, il y a de l'ostéopathie, il y a il y a du concret, et puis il y a tout ce qui est de l'ordre de l'invisible et de l'impalpable qui fait aussi, Ouais. voilà. Ben oui, c'est ça. C'est ça, tu vois, hier j'avais une maman au cabinet, elle me dit j'ai l'impression que ça avance pas, qu'il n'y a rien qui se passe, ça fait des années qu'on est là, qu'on fait tout, ils sont en travail émotionnel depuis je sais pas combien de temps, c'est un petit couple juste magnifique, et en fait c'est toujours compliqué. Alors moi je suis aussi là pour dire voilà, des fois c'est dur pendant 3, 4, 5 ans, et puis on a quand même le cadeau à la fin. Et puis si jamais il y a rien qui se passe, tout le travail qu'on aura fait pendant ce temps-là, c'est du travail qui aussi permettra une autre transformation ou une autre créativité en fait. Parce que finalement, il n'y a pas que la maternité qui amène à la créativité. Il y a aussi plein d'autres choses dans la vie qui peuvent amener à une forme d'ouverture, Oui, autrement que par c'est l'arrivée aussi d'un notre enfant. perception En fait. de nous-mêmes et de nos attentes. Parce que c'est vrai que des fois, on a des attentes qui sont à la mesure de nos perceptions maintenant. Et c'est ce que j'essayais d'expliquer. C'est très compliqué d'avoir une forme de recul aussi. Alors, c'est même pas de la sagesse, parce que quand on est dans la douleur, c'est très compliqué. C'est pour ça que se donner du temps, alors je parlais de sophrologie ou d'hypnose ou ce qu'on veut, ou là, les fleurs de Bach, ou etc. C'est aussi de temps en temps aller respirer ailleurs pour pouvoir retourner dans notre douleur. Mais quand on n'est que dans la souffrance, la douleur et l'obsession, on le sait, on vit dans un état qui est fermé à une forme de perception et de champ de conscience auquel, de toute façon, ni la médecine, ni nos corps, ni nos psychés ont la réponse. En fait, ce qui est assez délicat, c'est qu'il faut à la fois être dans le lâcher prise pour arriver à vraiment faire que on mette tout en place pour que le bébé arrive et pour que ça se réalise. En fait, puisqu'on dit que l'énergie suit l'intention. Hein, c'est pour ça que tu peux te faire tu sais, une espèce de planche où tu mets tout ce que tu as envie sur les 5 prochaines années dans ta vie ou les 10 prochaines années dans ta vie. Tu sais, une boarding map là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut projeter. Mais en même temps, si ça passe en obsession, effectivement, ça va pas du tout. Donc là, en fait, en l'occurrence, ce sera vraiment difficile.
d'être dans quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Et je pense que le mélange entre OK, on s'active et on fait tout ce qu'on peut pour que ça fonctionne. Et la réalité de ah oui, en fait, il faut pas non plus qu'on fasse une fixation H24 parce que si pendant que tu fais l'amour, par exemple, tu penses à ça, et pour le couple, c'est compliqué, hein, parce que forcément, ça vient. Ouais, du coup, c'est ce que dit Stéphanie, mais pour le coup, Stéphanie, pour répondre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que justement, est-ce qu'on doit parler en termes d'échecs? Est-ce que ce sont des échecs? Parce que c'est ce que j'essayais d'expliquer, c'est que quand on n'a pas la vision de la totalité de ce que l'on expérimente sur Terre, est-ce que l'on doit passer par cette perception de l'échec? Est-ce que le mot échec est juste? À mon sens, c'est une expérience de vie qui nous mène à une étape différente, mais c'est pas un échec en fait. Et c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner, parce que si quand tu as l'impression de ne pas y arriver et de ne pas pouvoir faire ce que tu as besoin de faire, ben là oui, c'est vraiment douloureux et ça doit se travailler pour pas que ce soit considéré comme des échecs. C'est une étape aussi pour y arriver. Cette étape-là, elle fait partie de la réussite. Et tout mène à ce meilleur avenir, en fait. Et le résultat de l'attente ne pourra être perçu qu'en termes de réussite, quoi qu'il advienne finalement. Oui, c'est ça. C'est soit j'apprends, soit j'y arrive direct. Donc, en fait, ça va être vraiment important de pouvoir, tu vois, même quand il y a des fausses couches. Cette semaine, j'ai reçu, on a fait une séance incroyable pour, bien sûr, pour dire au revoir à son bébé. Parler à l'âme du bébé, c'est clair. Et en fait, je lui ai dit, finalement, même si c'est compliqué de se dire ça, mon expérience de plusieurs années en pathologie me permet de réaliser que finalement, les bébés, ils viennent toujours avec un message. Et que même si ça ne fonctionne pas, même si on est dans l'attente, même si, en fait, moins tu te crispes, de toute façon, stresser ne change rien, quoi. Donc, en fait, plus tu te crispes, moins c'est contre-productif. Donc, c'est pour ça qu'il faut se faire aider. Parce que si tu es toute seule à ramer et que tout le monde te dit, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Moi, j'ai vu des choses où les grossesses arrivaient. J'ai une patiente, elle croyait être en ménopause. Et finalement, c'était le petit cinquième. Donc, c'est vrai ça a été un peu compliqué au niveau de l'accueil parce que c'est clair qu'elle se disait c'est bien, j'ai plus mes règles, ça y est, c'est parti, la ménopause. Mais bon, finalement, aujourd'hui, il a 2 ans, il est trop mignon, c'est un petit cœur. Mais c'est clair que c'est aussi assez déroutant des fois ce qui se passe au niveau de la fécondité. Hein, c'est vraiment quand on dit sur le plan physique, c'est impossible que ce couple ait des enfants, puis finalement qu'il y a une adoption qui se fait et que finalement le couple a une grossesse spontanée naturelle, c'est clair que c'est une dimension qui va être aussi à réfléchir parce que ça veut dire que à partir du moment où les parents se sentent parents, ça débloque des choses. Donc ça veut bien dire que dans l'état d'esprit, tu vas aussi changer ta biochimie et tu vas te mettre des chances de côté pour avoir vraiment une autre dynamique. C'est toi qui as fait aussi les histoires avec les télomères, il me semble. Hein. Et oui, t'as pas travaillé toi sur l'épigénétisme, t'as pas fait des stages avec l'épigénétisme. Et ouais, alors après, c'est pas de la pensée magique, hein. Faut pas croire ça. C'est-à-dire que quand Elisa parle d'aller parler à l'âme du bébé, etc., moi je l'ai fait ça en séance, hein, avec des clients, parce que moi je suis pas professionnelle de santé, donc c'est pas des patients.
Mais je veux dire, en termes de visualisation, même si on dit, OK, je me la raconte et c'est n'importe quoi, et c'est du faux hypnose ou de la fausse sophrologie ou je sais pas quoi, je veux dire, ce qu'il se passe à cet instant-là, énergétiquement, le corps a une réponse. C'est-à-dire que les cellules aussi, elles se relâchent, elles se détendent, même dans cet aspect d'onde alpha où on est dans un champ de perception, alors qu'on entend quand même qu'il y a du bruit, que la porte sonne, où on peut, je veux dire, on n'est pas barré, on n'est pas avec Mesmer, c'est pas le sujet, hein. On est parfaitement conscient. Non, mais il faut quand même, non, mais il y en a qui peuvent avoir peur en disant, oh là là, attends, c'est quoi ce délire? Parce que moi, quand je parle de sophroanalyse, on dit, attends, j'ai pas retourné dans le ventre de ma mère. Mais on s'en fout. Je veux dire, on peut le faire là en direct. Ben, toi, tu m'as vu aussi faire, tu vois, sur le stage d'octobre. Je veux dire, je mets pas les gens dans des étapes pas possibles. Mais par contre, la prise de conscience à ce moment-là, les liens, ils se font beaucoup plus fluidement, beaucoup plus aisément. Les liens cognitifs même de l'idée de la pensée, de la fulgurance, d'une prise de conscience, elle se fait pas dans la peur et dans la crainte, dans la rétention, dans l'obsession du je dois obtenir, je fais un échec, mais justement dans la détente. Et là, il y a des choses qui se passent qui sont vraiment, véritablement je n'ai même pas les mots parce que c'est de l'ordre de l'incroyable en fait. Et après, voilà, il faut aussi, je vais pas dire, c'est même pas y croire, c'est juste jouer le jeu de ça et se faire confiance. Parce que finalement, on a aussi beaucoup de oui, réponses dans cette confiance interne finalement, hein. oui, puis c'est un peu Aussi. une préparation pour l'accouchement aussi, tu vois, de confiance au maximum, euh, d'arriver à se dire que c'est possible, de croire en la vie, quoi, tout simplement, tu vois. Dire que même quand il y a des échecs, plus on a des échecs, plus on risque d'y arriver, en fait. Donc, finalement, on se rapproche de. Après, euh, c'est important aussi de pouvoir euh, laisser les choses venir à soi. Parce que à leur rythme. Et que des fois, ben, finalement, si ça vient pas en temps et en heure, c'est aussi qu'on n'a pas toutes les clés que tu disais tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que on devient très dans une dynamique qu'on peut accepter de voir vague après vague ce que nous amène la C'est vie. pour ça que j'avais évoqué avant que tu arrives la fleur de l'impatience. Mais l'impatience, elle vient parce qu'il y a un enjeu, en fait. Et on devrait pouvoir vivre sans avoir cette attente en forme d'échec ou de réussite. On devrait passer, je dis on, Ouais. mais tout le monde, hein, quelles que soient nos attentes ou nos échecs ou nos enjeux, d'être dans ce flot-là de ce qui est, en fait. Et pour arriver à cette forme de fluidité, bah, ça demande une forme de courage aussi, de lâcher sur des attentes. Ouais. Et je sais que c'est ce qui est le plus compliqué sur Mmh. Terre, en fait. C'est vraiment dur C'est dur, parce hein. qu'on a C'est vraiment peur, dur. on Hein. vit C'est tout le vrai que temps c'est dans dur. la peur, hein. La peur du manque aussi, tu vois, la peur du manque de ne pas être parent, la peur du manque de ne pas avoir cet enfant. Et c'est légitime, hein. Je ne suis pas du tout en train de dire que ça n'existe pas et qu'il ne faut pas, parce que ce serait aberrant de parler comme ça. Ouais. Mais on est dans cette peur du manque aussi. En tout cas, c'est vrai que la prise en charge médicale pure, elle va être vraiment méga stressante et Mais méga c'est violente. beau, hein, Enfin, j'allais dire bien sûr. violente, mais si, c'est violent en fait. Parce que normalement, c'est quelque chose de très intime qui va venir chercher bien au-delà Ben oui, de ce qui est c'est vrai. normalement possible. C'est-à-dire que tout ce qui se fait naturellement pour un couple fertile va être compliqué pour un couple qui a des difficultés de fertilité. Et en fait, ça paraît tellement injuste dans le sens où c'est complexe que vraiment, je crois que fondamentalement, ça vient violenter de base, parce que c'est des sujets qui sont tellement intimes et qui sont tellement forts que ça vient vraiment chercher profondément
bah, dans l'intime de chacun. Et clairement, c'est compliqué de pouvoir accéder on va dire, une vision globale si on s'en tient juste à la médicalisation et et à ce qui se passe dans l'hôpital, quoi. Au sein de l'hôpital, c'est vraiment C'est très compliqué. Et puis, il y a aussi en fait. beaucoup le regard des autres par rapport à ça, des attentes aussi voilà, de la famille, de l'environnement, et qui sont aussi compliquées à gérer. Donc, ça fait une charge mentale énorme. Ouais. Ouais, Donc, c'est pour s'extraire aussi un peu de la peur du manque aussi, c'est Mimulus. Et c'est aussi accéder à cette notion de confiance et de certitude aussi que cette sécurité. Comment? C'est confiance en la vie, ça, Mimulus? C'est Confiance, sécurité, mais complètement, confiance en oui, la vie, d'être totalement en confiance, en sécurité sur le quoi qu'il se passe en fait. Ouais. Ouais, bah, c'est ça. C'est exactement ça. On devrait faire des cargaisons de Mimulus, des bidons, des silos de Mimulus, tu sais, à l'entrée de l'hôpital, parce que ça marcherait aussi avec d'autres pathologies. Pour toutes les chirurgies, finalement, on devrait prendre du Mimulus. Ouais. Tu vois, bon, je sais pas, j'ai des images, tu vas me dire, c'est complètement décalé ce que je suis en train de dire, mais tu parles d'hôpital et je vois les enfants malades à l'hôpital qui sont avec des grands sourires en train d'éclater de rire. Et tu vois, ce sont pas des clowns, hein, les mômes, mais tu vois comment ils sont dans cette. Bien sûr. Bah, pas tout le temps, hein, quand même. Hein. Genre, moi, je j'ai pas vu j'ai pas toujours vu ces images-là. Hein. J'ai vu des salles de réveil entières avec des bébés qui étaient pas bien. Nous, on voit pas le décor que quand ils sont tranquilles dans leur lit et qu'on les a remis tranquilles, ça va. Hein. Mais c'est vrai que quand tu es en salle de réveil et que c'est la foire de partout, c'est aussi c'est pour ça que c'est aussi important c'est aussi important de le préparer pour pouvoir pour que je ça se voulais passe dire bien. Par là, c'est que c'est certains enfants, évidemment, c'est pas tous les enfants, mais c'est comme certaines femmes et pas toutes les femmes, mais certains hommes et pas tous les hommes. Mais c'est cette image que j'ai eue de certains enfants, justement, qui sont dans cette forme de créativité de l'instant, tu vois, d'être dans cette confiance aussi. Tu vois, c'est. Ah, ça, par contre, ils vont pas perdre 5 minutes pour se lamenter à partir du moment où ils ont plus mal ou à partir du moment où ils se sentent bien. Ils vont tout de suite rebondir sur ce qui va leur faire du bien et ce qui va les ouvrir vers autre chose de beaucoup plus, on va dire, pas constructif, mais en tout cas, de peut-être. Ils sont vraiment dans quelque chose de plus sain et de plus, on va dire, de plus direct, en fait, tu vois. Effectivement, quand tu dis les petits, ils vont avoir le grand sourire, c'est clair que le fait d'avoir la possibilité d'être à nouveau pas dans la douleur, ben déjà ils vont réagir autrement et ils vont se mettre comme tu dis, l'instant présent qui va les aider à vraiment changer d'état et se libérer ils changent de paradigme, mais ils font pas de spéculation sur l'avenir en fait. Parce que la douleur, elle est là, il faut la gérer maintenant. Et après, il n'y a pas forcément en termes voilà, de ce qui peut se produire. C'est dans cet esprit-là que Après, voilà, il y a toujours des exceptions. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, j'entends bien. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à justement la prise en charge à l'hôpital ou ce qu'on pourrait avoir dans les mamans qui nous regardent ou les professionnels de santé qui sont amenés à accompagner des couples en PMA. Par exemple, la place du papa, on n'en parle pas beaucoup de la place du papa en PMA, mais pour moi, elle est vraiment hyper importante. Les papas, souvent, ils se sentent, enfin, on va dire que c'est assez bizarre, mais en fait, souvent, le papa, il est considéré comme pas la pièce centrale de la PMA. Parce que du fait de
déjà, il y avait la vieille légende de c'est souvent à cause des femmes avant le spermogramme, hein, c'était souvent à cause des femmes que les bébés n'arrivaient pas. Et puis petit à petit, avec toute la technologie actuelle, finalement, on a réalisé que non, c'était souvent même dans les couples, c'est souvent partagé. Les causes, souvent, il y a un spermogramme qui est un peu coincé et puis une maman avec des ovaires qui vont être soit une réserve ovarienne qui est un peu faible, soit et moralité, ça va être vraiment important de pouvoir laisser la place du papa pour qu'il reprenne la main. Parce que c'est vrai que ça ne va pas se faire dans son corps, mais il a une place vraiment importante pour sécuriser, justement. On parlait de sécurité. Et le fait de lui dire que, oui, il peut carrément être là, être vraiment à part entière dans cette dynamique. Parce que souvent, les femmes, elles se sentent seules dans ce processus. C'est-à-dire que, effectivement, une fois que la PMA est lancée, c'est surtout sur le corps de la femme que ça se fait. Et pas trop sur Le partenaire, ouais, c'est clair. sur le corps de l'homme. Ouais. Enfin, ou la femme qui accompagne, le coparent, on va dire. Donc c'est clair que l'idée, ça va être vraiment de faire de la place pour tous les deux, pour que celle qui a les hormones, le traitement et tout ça, se sentent pas démunies ou isolées, tu vois, quelque chose de difficile comme ça. Et donc, moi, je sais que j'aime bien les voir les deux, tu vois, souvent. Et le petit couple que j'ai récupéré récemment, là, me disait, le papa, quand je l'ai traité en ostéo, en lui disant, voilà, ça va améliorer, on va tout faire pour améliorer la qualité de tes spermatozoïdes. Il était là, en fait, c'est hyper rassurant de savoir que moi, je peux aussi participer à ça, parce que j'ai un peu l'impression d'être puissant par rapport à ce processus-là, et le fait de pouvoir me dire que je vais aussi participer, j'ai aussi ma part, en fait, ça l'a vraiment... en tout cas, la démarche, il était assez intéressé par la démarche. Ouais, c'est important. Voilà. C'est une histoire de couple. Chouette. Ouais, oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment capital de pouvoir faire ça. Ouais, il n'y a pas trop de retour sur les professionnels de santé qui veulent accompagner les. Je sais pas si Stéphanie, on a récupéré, on a répondu à toute ta question. Ouais, tu disais les professionnels de santé n'ont pas forcément ce discours. C'est sûr que les professionnels de santé, tu sais, je pense qu'eux, c'est par ils sont pas faits pour ça en fait. Oui, dans le calcul des microgrammes d'hormones et voir quel est le processus qui marchera le mieux dans leur calcul est-ce qu'on réimplante au stade blastocyste, à J5, à J3, donc je pense que oui, effectivement, ils devraient pouvoir avoir une approche un peu plus humaine, on va dire, mais en gros, en même temps, il y a peut-être un temps pour tout, et finalement, si on peut le faire à côté, c'est quand même chouette de pouvoir accompagner les couples et de faire un suivi qui va être collatéral, en fait. Voilà. Le gynéco, avant le moment, le gynéco hyper froid. Oui, après c'est un métier aussi, hein, parce que accompagner en PMA quand on est hyper froid, c'est un job, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, je sais bien. Je vois bien que c'est compliqué. Hein. Même quand tu fais, ne serait-ce qu'une hystéroscopie, tu sais, quand ils t'injectent du produit de Constras dans l'utérus pour voir comment c'est l'intérieur de ton utérus, tu as l'impression qu'ils t'injectent de l'acide. Et en fait, tu es en face d'un radiologue qui n'a pas l'habitude de faire ça, des fois, et qui te pousse un liquide qui va vraiment, tu as l'impression que c'est de l'acide qui te brûle. Non, vraiment,
Elles sont Les mamans, elles décrivent, oui, extrêmement il violentes. y a des fois où ça se passe bien, mais il y a des fois où c'est vraiment. Et en fait, il n'y a pas vraiment de soutien, il n'y a pas de mots. Ou alors, le pire, Oui, c'est serrer les dents, ça va ouais. passer, il n'y en a pas pour longtemps. Super, vraiment là, on nage en plein délire. Mais en même temps, bon, ils font ce qu'ils peuvent et je pense que ça va changer petit à petit avec les retours, avec ce que vont dire les mamans, avec ce qu'on peut faire nous. Euh, oui, je lis les commentaires de Aussi, Stéphanie en même temps. Oui, bah, c'est sûr que pour eux, ça leur fait pas mal hein, quand c'est ils clair. injectent le produit. C'est comme la fessée, hein, ça fait pas mal à celui qui la donne. Donc, bien sûr, ils comprennent pas que, puis si tu veux, quand le radiologue c'est un homme et qu'il a jamais, ou une femme qui a jamais subi ça, bah forcément, l'empathie, elle va pas forcément être là. Ce qui devrait pas, hein, je cautionne pas ce genre de comportement, on est bien d'accord. Hein. Mais vraiment, quand on comprend le degré de ce que vivent les femmes et le désert émotionnel qu'elles traversent avec les professionnels de santé, eh ben, nous, il faut qu'on redouble de douceur, de compréhension, d'ouverture et de lien pour pouvoir alors, je vois que ABC d'essence, il y a une nouvelle technique proposée pour l'examen des trompes au centre de PMA, fait par la gynéco, indolore avec un liquide mousseux qui n'est pas de rayon, juste Trop bien. échographie. Ah bah voilà, super. Tu vois, ça peut vraiment être. Après, je sais pas si c'est. Je vais me renseigner pour savoir si c'est possible dans tous les cas, parce que des fois, ça peut marcher pour certaines pathologies et pas forcément pour d'autres. C'est-à-dire pour le liquide mousseux, pour l'intérieur de l'utérus, mais si tu as l'air de dire que c'est pour les trompes. Donc, ouais, je vais regarder. Tu vois, euh, oui, bah, c'est sûr que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Hein. C'est clair que après, petit à petit, c'est aussi normal que la médecine s'améliore. Donc, forcément, il y en a quand même qui vont être sensibles à ça et qui vont chercher des nouvelles techniques. Euh, oui, l'installation, c'est-à-dire que on te met un spéculum pour voir pour injecter par le col, et après on met une pince sur ton col une fois que tu as le spéculum, donc ça fait quand même beaucoup de matériel dans ton vagin. Mais si c'est fait par quelqu'un qui a l'habitude et qui le fait tranquillement, si déjà ça fait un peu moins mal, c'est toujours ça de gagner, j'ai envie de dire. Merci pour ton ABC retour. d'essence, oui. Euh, ouais, et donc voilà, peut-être que ça vaut le coup de pouvoir demander peut-être aux mutuelles si elles peuvent rembourser, Ouais, comme en fonction de certains ouais. espaces ou pas. Mais, euh, mais c'est vrai que, bon voilà, je ne sais pas si cette technique-là, par exemple, elle est pratiquée partout, mais peut-être que pas dans tous les cabinets de radio. Et le temps que les nouvelles techniques, elles soient, on va dire, Au point, mises ouais. à l'honneur, et ben voilà, il ne faut pas hésiter à se renseigner de ce qui est possible vers chez vous, quoi. Là, la maternité du Val d'Ouest, c'est une maternité lyonnaise qui est, on va dire, il y a un pôle spécialisé en PMA où les gens sont Ok. quand même assez à l'écoute, mais c'est pas pareil, c'est pas comme ça partout, quoi, on va dire. Mm. Ouais. Ouais. Ok. Après, voilà, on va pas refaire le monde, hein, c'est toujours pareil. C'est à nous aussi d'être dans cette forme d'accueil de ce qui se passe et de vivre notre chemin avec les gens qui sont mis aussi sur notre route, les professionnels de santé, qui sont pas toujours ouverts. Et des fois, bon, après, là, je parle pas de ce cas précis, mais c'est vrai qu'on fait aussi des rencontres qui sont aussi en relation avec ce qu'on a aussi à dépasser, à grandir. Hein. C'est comme ça, enfin je vois Delphine là de Delphine Leclerc de recoudre ça, c'est inouï ce qu'elle a vécu et c'est aussi son chemin aussi maintenant qui devient sa mission de vie. Et donc oui, ça existe aussi. C'est Ça. c'est con-
des professionnels bien qui sûr, sont merveilleux, dans une complètement. écoute hyper douce et qui vont prendre en charge de façon formidable les couples et les bébés. On est bien d'accord Bien que ça sûr. aussi, ça existe hein, et qu'il faut le dire et qu'il faut pas hésiter à faire passer le message. Alors, certains gynécos spécialistes en PMA ne proposent pas du tout d'aller voir un ostéo, par exemple. Ils n'ont pas C'est vrai. cette connaissance. Bah, non seulement ils n'ont pas la connaissance, mais en plus, c'est interdit officiellement. Donc, c'est clair que c'est encore pire que pas la connaissance. Mais c'est vrai que moi qui suis sage-femme, quand je vois que la patiente, elle a un utérus complètement décalé, voire carrément à l'horizontale et que cette patiente, elle a pu avoir deux stimulations où on se dit qu'au lieu d'avoir l'utérus penché en avant sur la vessie, elle va avoir l'utérus complètement sur le côté avec le col sur l'autre côté, et ben on se dit qu'il doit forcément y avoir des tensions terribles sur l'utérus et que c'est pas forcément s'il y a un utérus complètement capillotracté de tous les côtés, c'est pas forcément le meilleur endroit pour faire une nidation de bébé, on va dire. Mais c'est interdit, c'est écrit quelque part que c'est interdit? Ou les gens le savent? Ok, ok. Ouais, c'est la pratique est interdite. Donc, ben voilà. Après, c'est sûr que le travail gynécologique, nous, on a quand même des pratiques qui peuvent rééquilibrer l'utérus en externe aussi. Hein. Voilà. Même en cas d'endométriose, hein, je vois Stéphanie que tu mets euh, l'ostéopathie quand même, le travail d'ostéopathie, ça améliore vraiment beaucoup le contexte, que ce soit Complètement d'accord. un syndrome plastique, que ce soit une prise en charge pour une réserve ovarienne très faible, que ce soit, donc on a déjà tout un panel de choses qu'on peut faire en externe et clairement, dès qu'on pourra vraiment accéder à l'ostéopathie gynécologique, parce que dans les autres pays en Europe, c'est totalement Oui, donc quand tu parles, excuse-moi de te naturel. couper, Elisa, mais c'est Comme les important de le dire, parce que tu parles d'ostéopathie gynécologique est interdite, mais pas l'ostéopathie en externe n'est pas interdite pour la PMA. ah non, Ah l'ostéopathie en donc externe, voilà, c'est pas c'est du tout pour ça que je interdit. Non, préfère non, que tu c'est reprécises, parce que vous êtes toutes les deux ostéopathes, ouais. Stéphanie et toi, mais c'est important qu'on n'entende pas que l'ostéopathie est interdite pendant le... D'accord? C'est externe, ok. Après, pour l'instant, c'est encore faut pas oublier que l'ostéopathie, il y a encore, quand moi j'ai fait mes études, donc c'était pas il y a autant des dinosaures, mais c'était encore interdit comme Ça pratique. évolue, hein. Donc ça veut dire que la législation, elle est en plein mouvement. Et clairement, quand on voit que dans tous les pays d'Europe, l'ostéopathie gynécologique en Suisse, elle est pratiquée de façon tout à fait naturelle, et on a des C'est très résultats bien. phénoménaux. C'est-à-dire que quand tu peux travailler sur la vascularisation d'un ovaire, des adhérences sur un ligament large, des adhérences sur un ligament rond, des cicatrices de césarienne en interne, des brides cicatricielles au niveau de la vessie, s'il y a eu une chirurgie sur la vessie quand elle était petite, une célioscopie qui ont fait des collages tissulaires terribles, et ben pour moi, faire une stimulation hormonale sur un utérus qui n'est pas au top de sa vascularisation, de sa liberté. Si tu veux, Bon c'est comme sens. si c'était, au lieu d'avoir un petit utérus tout moelleux, tout tranquille, tu avais un utérus transformé en petit rôti avec des adhérences partout, quoi. Tu vois, la ficelle du rôti, ça fait à peu près le, le, la sensation qu'on peut avoir dans les doigts sur un utérus où tout est tracté dans tous les sens. Tu vois, comme si un utérus, il était enroulé dans Ok. de la ficelle à rôti et en même temps avec des cordes qu'il accrochait sur les côtés du bassin, aux os, à l'ociliaque, mais aussi au sacrum. Tu parlais, Stéphanie, de nodules d'endométriome.
en fait, ces nodules-là, ils saignent à chaque cycle et ils vont recréer des adhérences à chaque cycle. L'intestin poreux, par exemple, avec les intolérances alimentaires, ça peut recréer un contexte inflammatoire dans le péritoine et recréer des collages au niveau du péritoine autour de l'utérus. Donc, pour moi, c'est vraiment un non-sens que de déclencher, d'essayer de faire une stimulation ou une FIV sur un utérus qui ne va pas être dans des meilleures conditions pour recevoir cette technique-là, cette pratique, et qui va pas améliorer la Donc, prise en charge. tu peux dire qu'éventuellement, il pourrait y avoir des femmes qui vont consulter en Europe, dans certains pays, en ostéopathie gynécologique. Ouais, il y a quand même des ostéopathes qui s'y collent pour faire de l'ostéopathie gynécologique. Hein. Mais c'est vrai qu'officiellement, on n'a pas le droit. Donc, voilà. Après, c'est vrai que c'est intéressant de redire aux patientes que le consentement va être déterminant dans leur demande et dans leur mode de traitement, on va dire. Donc qu'elles aient déjà l'info, c'est super bien. Puis après, à voir avec les professionnels de santé autour de chez elles. Moi, je fais aussi des pratiques adaptées aux sages-femmes pour que les sages-femmes puissent travailler sur un ovaire. J'ai une amie qui est gynécologue à Saint-Étienne, qui est formidable et qui travaille sur justement libérer vasculariser les ovaires, permettre d'activer la fertilité spontanée. Et je veux dire, c'est juste magnifique le travail qu'elle fait parce que il y a une écoute qui est différente, que elle a pu intégrer ça directement dans sa pratique. Et là, il n'y a pas de zone de territoire ou en fait, on travaille tous dans le même sens pour améliorer les capacités de la femme et s'il y a besoin d'une stimulation, eh ben que cette stimulation elle puisse être faite dans de bonnes conditions. Parce qu'en fait, je pense fondamentalement que l'approche gynécologique et que l'approche, même avec des techniques externes, va changer la donne par rapport à une réussite de prise en charge PMA. C'est évident ça, je veux dire, par rapport à ma clinique. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore de chiffres et d'études réalisées parce que c'est très compliqué de rentrer à l'hôpital. J'ai déjà fait plusieurs demandes, j'ai fait des tentatives, mais pour l'instant, c'est vrai que ça reste encore très compliqué. J'ai même réfléchi à le faire, tu sais, comme j'ai des frères vétérinaires, moi, j'ai même réfléchi à le faire avec une collègue de mon frère qui fait pas mal d'échographies pour aller stimuler la vascularisation chez le chien. Je voulais parce que c'était un peu à taille réelle pour moi, mais elle m'a dit il faudrait bien le faire sur la vache. Donc c'est vrai que moi j'avoue que je ne me sens pas trop d'aller stimuler des ovaires de vache, mais en même temps s'il faut passer par là pour pouvoir parce que à l'écho-doppler, c'est vraiment très compliqué de voir la vascularisation d'une artère utérine sur un chien, une chienne en l'occurrence. Mais bon, si l'approche est plus facile sur le mammifère que sur l'humain, bah, peut-être que j'irai voir mes collègues d'ostéopathie en ostéopathie animalière ou comme tu disais, hein, de délocaliser, c'est-à-dire d'aller faire des études à l'étranger pour pouvoir permettre une vraie reconnaissance et une vraie valorisation du travail qu'on peut faire dans le suivi de PMA. Parce que là encore, il n'est pas question de remplacer la prise en charge. Alors, si ça marche, c'est super. Mais dans l'absolu, si on relance la fertilité naturelle, c'est génial. Parce que même en termes de santé publique, ce sera super. Mais s'il y a besoin d'une PMA, ça va que augmenter les chiffres de réussite. Donc vraiment, je pense que on a tout à y gagner dans tous les sens en fait, humainement, en termes de santé publique, affectivement, la douleur des femmes qui subissent une FIV, deux FIV, trois FIV, qui au lieu d'avoir
3 ovocytes vont en avoir 12. Ben, en fait, et de bonne qualité, qui vont résister à la congélation, à la C'est du stress décongélation. en moins, Tu hein. vois, c'est aussi ça qu'il faut prendre. Voilà, bah oui, parce qu'en fait, les Oui, FIV, tu as 4 FIV on avait déjà remboursées. parlé. Ouais. Et donc, dans le côté pratico-pratique, hein, pour celles qui sont intéressées, tu as 4 FIV qui sont remboursées par la sécurité sociale. Et en fonction de la ponction du nombre d'ovocytes que tu as et d'embryons que tu as après la première FIV, il y a des couples qui peuvent faire une fratrie de 3 enfants, par exemple, avec Ok. une seule ponction. Donc, ça veut dire une seule dose de stimulation. Quand on sait combien c'est douloureux, c'est fastidieux, c'est long, c'est pour une ponction d'ovocytes, il faut quand même une anesthésie générale. Donc, c'est moins d'exposition chimique, c'est moins de douleur. C'est parce qu'une fois que tu as des embryons congelés au congélateur, eh ben, tu peux avoir vraiment euh, la possibilité de juste faire une petite stimulation, de faire un transfert d'embryon, et hop, la grossesse, elle peut partir sur un, on va dire, ok, il y aura une intervention chimique, mais ça va être presque rien, quoi, on va dire. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est de travailler avec les enfants pour leur expliquer que c'est comme des jumeaux différés. Donc, C'est vrai. on en avait parlé Ouais. déjà un peu, hein, il me semble. Mais après, c'est chouette de pouvoir vraiment intégrer cette nouvelle possibilité-là, parce que finalement, l'idée, ça va être vraiment d'arriver à accompagner le mieux possible avec ce qui se présente et d'accueillir ce qui va se présenter. Complètement. Et tu as des collègues qui sont en Europe qui pratiquent en ostéopathie comme ça ou pas du tout? En interne? Oui, oui, En bah forcément, Suisse, en Belgique? il y en a. Oui, il y en a en Suisse, en Belgique, il y en a aussi en France hein, qui pratiquent ça. Mais c'est vrai que clairement, ça doit se faire au cas par cas parce que vraiment, moi, j'ai été sollicitée par les services de police pour aller témoigner sur un sujet un dossier où il y avait litige. Et on m'a fait venir en tant qu'expert pour pouvoir vraiment expliquer. Donc, il y a vraiment tout un protocole à respecter pour pouvoir euh, proposer cette technique-là interne, puisque donc moi je vais typiquement mettre un éclairage énorme sur le consentement par rapport à la patiente, lui expliquer ce qu'on fait, lui expliquer le contexte. Alors si on est en Europe ben, et que c'est autorisé, ben, je vais juste lui demander son consentement, mais c'est-à-dire que je vais lui expliquer sur une consultation, je vais la laisser rentrer chez elle et je vais lui reproposer la séance d'après en ayant eu l'explication, qu'elle ait du temps pour réfléchir, qu'elle se soit décidée, qu'elle puisse dire non aussi, qu'elle sache que si elle dit non en traitement interne, on peut très bien travailler en externe. C'est que elle qui décide en fait. Et tu vois, je pense aux femmes qui ont eu des abus et qui, pour lesquelles le travail est très très compliqué. Mais finalement, le retour, c'est souvent, ben, en fait, vous m'avez rendu mon bassin, mon vagin, parce que en ayant une conscience de ça et en travaillant sur, on va redonner à la femme de la douceur, du respect et de la conscience, et ben ça répare plus que c'est compliqué quoi. Vraiment l'approche gynéco, plus vite ce sera reconnu en France, plus vite on pourra aider les femmes qui ont des douleurs terribles avec des adhérences compliquées, des collages au niveau du périnée, des douleurs pendant les rapports. Enfin, il n'y a que cette semaine, j'ai vu une femme aussi avec une grosse déficience du périnée et on lui propose l'opération. Donc, elle est à 5 mois de grossesse pour une deuxième grossesse. Chez une deuxième grossesse, je suis pas sûre que ce soit la meilleure des solutions. Et peut-être qu'on va pouvoir proposer aussi d'autres choses pour justement, avec une rééducation adaptée, avec une sage-femme spécialisée, avec d'autres possibilités,
forcément, on va avancer différemment que si on prend direct la chirurgie en postpartum, là où elle a les ligaments encore tout imbibés d'hormones et que c'est pas du tout l'objectif de faire ça tout de suite, en fait. Ouais, c'est traumatisant. Hein. Bah ouais. Donc c'est pour ça que c'est important. Je te remercie vraiment de pouvoir faire passer autant de messages sur comment on peut se préparer. Je sais bien que tu t'approches pas que la périnatalité, mais dans tous les lives qu'on a fait C'est quand jusqu'à même mon présent, grand kiff, hein. Donc c'est pas fini. Tu vois, ça va pas s'arrêter. Hein. Bah, c'est vrai que c'est tellement fort ce qu'on peut apporter, et toi et moi, sur le vécu des patients. Et même si on n'a pas les clés de l'univers, hein, ce que tu disais tout à l'heure, bah, on va participer quand même à ce que ce soit doux. Les chamans, ils disent que ce soit vrai, que ce soit comment c'est vrai, beau et bon. Tu vois, en tout cas, je pense que c'est fait avec sincérité, authenticité, avec cœur. Hein? Ouais, c'est sûr. C'est toujours une joie de Moi, te c'est retrouver. pareil. Même en retard. Même en retard. Ouais, je t'en prie, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Des fois, c'est un peu. C'est la vie. Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai dit dès le début du live. J'ai l'impression que ça ne va pas le faire, en fait. Oui, bah parce que tu m'as mis un message et que j'ai pas pu te répondre tout de suite. Et en fait, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave. Bon, bref, voilà. Ouais. Réussi et du coup, je vais répondre à Delphine sur les vidéos. Elle m'a demandé les vidéos pour que tu les mettes aussi sur ta chaîne YouTube. Et oui. Bah, tu sais, j'ai perdu mon disque dur, donc il y a une partie. Je pense qu'il faut acheter un espèce de truc pour télécharger de YouTube, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, pour l'instant, elles sont sur ma chaîne et puis on va se débrouiller pour que ça se passe bien. Et oui. Pour l'instant, elles sont accessibles. Vous voulez voir les vidéos, elles sont toutes accessibles sur la chaîne. Donc, j'ai les liens sur mon site internet à moi. Mais ça envoie. Alors, comment sur ta, avoir un rendez-vous? Il faut prendre un message, un rendez-vous avec Elisa. Il faut aller sur son site. Alors, ça dépend où tu habites. Je sais pas, elle dit pas. Alors, je sais pas un rendez-vous avec qui? Avec toi, Elisa, j'imagine, ou avec moi? Ben, avec toi, c'est avec Nathalie, c'est très pratique. Moi, je suis en visio, elle pouvait le faire à distance. Juste en visio son numéro de téléphone. Vous allez voir, des fois on peut se dire c'est bizarre un peu la consultation à distance. Non, en fait, c'est tellement. On se voit, l'émotion elle passe, c'est vraiment hyper cocooning, 300%. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec. Je sais pas si tu mets tes coordonnées, ton numéro de téléphone en dessous. Parce que bon, tu vois. Ouais. Voilà, c'est ça. Non, mais après, voilà. j'ai un site internet, donc les gens vont me renseigner, il n'y a pas de souci. En visio, c'est noté, hein, merci Lily. Et Stéphanie, du coup, j'appelle Lily. Et Elisa, j'ai pas trouvé. Ben si, sur son site, Elisa. Et si. Sur mon site, il faut demander spécifiquement à Delphine, mon assistante, ma petite fée T'es sur Lyon? Non, c'est pas Stéphanie qui demande un rendez-vous, là. C'est APC d'essence. Non, oui. Eh ben, il faut pas hésiter à mettre un message écrit. Tu me mets pendant le live, qu'on s'est parlé là pendant le live. Et en fonction de ta région, parce que je sais pas du tout si tu es à Lyon ou pas, mais voilà, moi je pourrais te renseigner sur les autres régions aussi. Donc d'ailleurs en train d'essayer de mettre en place tout un réseau où sur mon site internet on verra les gens qui sont formés pour la grossesse et que j'ai accompagné. Ouais, Elisa est incroyable, je confirme, elle est incroyable, c'est incroyable. Et j'ai remarqué, mais on m'a dit que vous preniez plus. Mais si, elle prend. Oui, alors pour la gynéco et les bébés, si. En fait, je prends plus de nouveaux patients, mais pour tout ce qui est exceptionnel, vraiment, du coup, j'ai parlé de toi, moi. J'ai parlé de toi cette semaine à une dame que j'ai rencontrée. Bon, elle n'est pas sur la région, mais je lui dis
un aller-retour en train, franchement, pour aller voir Elisa, c'est… Oui, après, je forme quand même des très bons professionnels aussi qui seront à même de faire un suivi. Parce que le problème de faire une séance, Ça suffit c'est pas. des fois un peu décalé. Et qu'il vaut mieux des fois avoir un suivi sur le long terme. Donc, en fonction de, Ok, ok. mettez-moi toutes vos petites informations par mail et on se fera un plaisir de vous répondre avec Delphine, même si on ne vous répond Ouais, pas dans c'est la cool. minute. Normalement, en une semaine, 15 C'est jours, bien on comme traite ça. S'il y a l'information. Voilà. une petite carte de France avec les petits points formés par tes soins, ça, c'est que du bonheur, quoi. Oui, Hein? ben, ça pour Ça va se faire. Internet, mais comme je suis pas spécialisée en Internet comme en ostéopathie, et ben chacun son travail et du coup ça prend un peu de temps, C'est hein, pas mais grave, il y aura ça va quelqu'un qui venir. va t'aider ou un mari ou une femme d'ostéopathe, je ne sais quoi. Ouais, voilà. C'est Je ça. demande à l'univers. Mais j'ai quelqu'un déjà Ouais, c'est qui cool, travaille c'est cool. dessus, donc ça va venir. Parfait. Bon, Moi aussi, je je vous t'embrasse. embrasse tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à remettre des Complètement. commentaires sous le live. On se fera une joie de vous répondre aussi. Et Je voilà. t'en prie, merci Merci, à toi Nathalie. et on se retrouve le mois prochain, un peu plus tard, je crois, dans le mois, mais bon, voilà. Hein, je t'envoie la Ouais, communication pour notre ça va. stage en octobre, je suis dessus là. Hein? Merci Ça marche. à Super. tous. Merci à tout Merci le monde Stéphanie pour pour la votre présence participation. et votre soutien et voilà, et tout Ouais, ce que c'est vous pouvez cool, apporter en tant que professionnel au couple. C'est trop bien de complètement. pouvoir se C'est sentir essentiel. ensemble. Bisous. Ciao. À bientôt.